Bonjour, comme je vous l'ai promis il y a peu de temps, je vais à présent vous lire soit des extraits de mes contes, soit des contes entiers. La Maison de la Lampe est extrait de Vague à l'âme que vous pouvez trouver sur Edilivre, edilivre.com, bien entendu. Je vais le faire en plusieurs étapes, car je vous l'avoue, sincèrement, c'est la première fois que je fais ça et je vous jure que c'est très difficile, beaucoup plus que je l'aurais imaginé. Donc je vais faire pour le mieux, je vais faire vraiment le maximum pour vous donner un maximum de plaisir, si cela est possible. La Maison de la Lampe. Le soir, de la fenêtre de ma chambre, j'aperçois une lumière vacillante, perdue sur la colline, qui semble planer dans le ciel. Alors vient le temps pour moi d'imaginer quelle vie peut ainsi s'accrocher à cette lueur. Chaque nuit me la révèle différente de celle rêvée la veille. Je pourrais écrire tant de romans sur ces gens que mon esprit a créés au fil de mes insomnies, du paysan assis après une journée de labeur, enveloppé de la chaleur de sa famille, à l'être solitaire, perdu dans ses pensées et ses regrets. Et voici qu'une simple lueur dans les ténèbres devient alors inspiration pour l'écrivain, illumine la feuille blanche qui ne demande alors que la caresse de la plume. Le jour, je ne distingue rien de cet horizon que me cache le petit bois d'amour. Il faudra qu'un jour je m'y aventure, mais j'ai si peur de briser le rêve. Jeudi 26 janvier. Aujourd'hui, je suis allée voir la Maison de la Lampe. Oh, je l'ai reconnue tout de suite. Elle est presque comme je me l'étais imaginée. Une grande bâtisse de pierre blanche du siècle passé, qui sans aucun doute fut une belle et grande ferme. Je la crus tout d'abord inhabitée, mais l'aboiement soudain d'un chien attaché à la grange me fit comprendre que je devais me tromper. Je me suis alors approchée, sans faire de bruit, de la seule fenêtre dont les volets n'étaient pas clos. Et là, je l'ai vue. Posée au milieu de la grande table de bois, la lampe à pétrole dont je connaissais la lumière depuis mon arrivée dans le pays, 4 mois auparavant, me regardait de sa flamme vacillante. Son abat-jour de cuivre rouge s'embrasait sous la danse ondulée, reflétant 1000 étincelles pourpres sur son pied de verre coloré. J'étais plongée dans mes réflexions, me demandant qui pouvait bien ainsi la laisser allumer en plein jour, et surtout pourquoi. Quand la lourde porte de chêne située à droite de la cheminée s'entr'ouvrit doucement. Celle qui pénétra dans la pièce alors, de ce pas malhabile d'une jeunesse envolée, semblait compter autant d'années que la maison. Une longue robe de dentelle noire à l'encolure de broderie anglaise blanche enserrait son corps fluet et fragile. Son visage était triste et ridé. La couronne d'un savant chignon de cheveux gris en rehaussait la pâleur de ses traits, qui auraient conservé malgré tout une très grande beauté. La vieille dame s'approcha lentement de la fenêtre, un pot de géranium à la main. Craignant qu'elle ne m'aperçoive, je décidai de repartir discrètement, me promettant de revenir un autre jour, lorsque je serai prête à lui parler. Dimanche 29 janvier. J'y suis retournée cet après-midi, alors que le soleil commençait à s'éteindre à l'horizon. La vieille dame était assise près de la table, près de la lampe. Elle regardait une carte postale posée contre elle. Elle ne me vit pas. En dehors de cette image jaunie par le temps, rien ne semblait exister pour elle. Je suis restée jusqu'à la tombée complète de la nuit ainsi, le visage presque collé à la vitre, la regarder, ne pas bouger. Soudain, elle tourna la tête vers moi, paraissant guetter un bruit. Je savais qu'elle ne pouvait me voir, car j'étais à présent totalement dans l'obscurité. Elle écouta un instant, hocha la tête, comme pour se dire non, puis retourna à sa rêverie. Je suis repartie sur la pointe des pieds, avec la certitude que ce que j'avais cru et qu'elle avait cru entendre n'avait aucun rapport avec moi. Lundi 30 janvier. Ce soir, je n'ai pas vu la lumière. Oh mon Dieu, j'espère qu'il n'y est rien arrivé. Mardi 31 janvier.
En ce dernier jour de mon mois préféré de l'année, je me sentais seule et si angoissée que j'ai presque couru jusqu'à la maison de la lampe. Tout était comme l'autre jour. Le chien m'a accueilli de son jappement inutile. La cuisine était vide. La lampe était éteinte et seule. La carte postale avait disparu. Ne pouvant me contenter de mon voyeurisme habituel, je décidai alors d'aller frapper à la porte. Au bout de quelques instants, des petits pas traînants répondirent à mon attente. Le rideau fleuri de la porte vitrée se souleva, et avant que je n'aie eu le temps de parler, le vieux panneau de bois s'entr'ouvrit. « Bonjour, mademoiselle. Je peux vous aider ?» Ne voulant pas l'effrayer, je pris mon ton le plus doux pour lui répondre ce que j'avais préparé tout le long du chemin. « Oh oui, merci. Je me suis égarée en me promenant et j'avoue que je suis un peu fatiguée. Me permettez-vous de me reposer quelques instants avant de reprendre ma route? Si cela ne vous dérange pas trop, bien sûr. » Et je l'avoue, sa réaction fut bien celle que j'espérais. Sans aucune hésitation ni méfiance, elle m'ouvrit la porte toute grande et m'invita à entrer boire un verre d'eau. Le hall dans lequel je pénétrais alors était presque envahi par une immense plante caoutchouc qui en couvrait les murs et une grande partie de la rampe d'escalier. Mais la pièce dans laquelle la vieille dame m'introduit n'était pas, à ma grande déception, la cuisine, et au lieu de la lampe à pétrole, ce fut un canapé aux coquelicots roses passés, éclairé par un plafonnier aux ampoules blafardes qui m'accueillit. « Oh, je vais ouvrir les volets, cela sera plus gai que ce vieux lustre. Je ne viens pas souvent dans cette pièce, car je n'ai plus beaucoup de visites, vous savez. À mon âge, la plupart des gens que l'on a connus sont morts. Et je n'ai plus de famille, alors, si ce n'est pour faire de temps en temps la poussière, je n'ai aucune raison d'y entrer. » À la lumière opaque du soleil d'hiver, le petit salon dans lequel nous étions m'apparut habillé de dentelle gris-perle, enchâssé dans un écrin rose pâle. Un parfum diffus que je reconnus au bout de quelques minutes comme étant celui de la violette planait tout autour de nous. Je ne savais si je le devais à la vieille dame ou à ces bouquets de fleurs séchées disséminés un peu aux quatre coins de la pièce, dans des petits vases dont chaque meuble était paré. Je répondais à son invitation à m'asseoir et m'installais sur le bord du canapé. Aussitôt, ses petits pas traînants se dirigèrent vers la cuisine. À son retour, après m'avoir donné un grand verre rempli d'eau pétillante, elle s'installa dans un vieux rocking-chair juste en face de moi. Puis, se balançant doucement, elle entreprit de m'observer. Je sentais son regard intense sur moi sans oser l'affronter vraiment et détourner mes yeux. M'intéressant à la collection de photos encadrées posées sur la table basse. Ce qui est étrange, c'est que je me sentais bien, comme en compagnie d'une ancienne amie. « Vous habitez le village ?» me demanda-t-elle subitement. « Non, j'ai acheté la grande maison sur la colline en face, juste derrière le petit bois d'amour. »« Ah, vous habitez la maison d'Édouard le Bossu, mais je l'ai bien connu. Nous allions tous les deux à l'école du village. On a même souvent parlé ensemble. Oh, les autres ne voulaient pas. Ils disaient qu'il était fada. Moi, je savais bien que ce n'était pas vrai. Il était juste timide et ne plaisait pas aux filles. Quand il a fait construire cette maison avec l'argent de son héritage, tout le monde s'est moqué de lui. » J'osais une question. « Mais pourquoi? Elle est très belle, cette maison. » Ben justement, elle était ben trop belle pour un gars du village, un paysan. Mais il disait que comme ça, il se marierait une fille de la ville. Parce que les filles de la ville, elles regardent d'abord la maison avant de regarder le bonhomme. Et puis, il voulait qu'elle vive bien, pas comme une paysanne. Et il l'a trouvée, sa fille de la ville? Ah, bien sûr qu'il l'a trouvée. Un jour, il est revenu de Moulins avec elle. Elle ressemblait à une de ces affiches de mode, avec des chapeaux et des plumes dessus.
Mais elle n'était pas très intéressante. Oh, non, vraiment pas très intéressante. Elle a mangé le reste de l'héritage et comme l'Édouard il ne gagnait pas beaucoup, eh bien, elle est repartie et on ne l'a plus jamais revue. Le pauvre, il en est devenu encore plus fada. Il s'est mis à ne plus parler à personne. Il a arrêté de travailler. Il a laissé les bêtes mourir et le jardin de sa pauvre mère disparaître sous les ronces. Oh, un jour, on l'a trouvé devant chez lui, dans le coma, comme a dit le docteur. Et on l'a emmené au grand hôpital de Lyon. Il y est mort. Sa nièce a hérité de la maison, elle a préféré la vendre. Voilà. Maintenant, c'est vous qui l'avez. C'est bien qu'une personne comme vous en profite. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon petit? Je suis écrivain. J'écris des romans d'amour. Oh, mais c'est un bien beau métier que vous avez là. Vous faites rêver les jeunes filles, quoi. Oui, peut-être. Enfin, je l'espère. Sur ces mots, je décidai de ne pas la déranger plus longtemps, et je me levai pour prendre congé. Devant la porte, elle garda un instant ma main dans la sienne et me fit promettre de revenir la voir. Sur le chemin du retour, je me sentais très intriguée par ma nouvelle amie. Son allure et la décoration de sa maison, plutôt distinguée, ne correspondaient pas vraiment à son langage beaucoup plus simple. Qui était-elle vraiment? Et quelle était l'histoire de la lampe? Car j'étais persuadée qu'elle avait une histoire, cette lampe, mystérieusement allumée dans la nuit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour la suite.